Je m'appelle Rose Morgan et pendant 8 ans, j'ai construit ma vie aux côtés d'un homme qui, un matin, a décidé que je n'avais plus ma place dans son quotidien. Il faisait à peine jour à Austin quand Theodore Roberts s'est planté sur le seuil de notre chambre et m'a ordonné de rester à la maison ce soir-là. Sans me demander mon avis, sans me le demander. Le gala des investisseurs de Vanguard Platform était dans plusieurs heures. L'événement dont nous rêvions à l'époque où la société tenait sur une table pliante dans notre garage, et où il avait besoin de la pièce pour répéter sans être dérangé. « Tu ne viens pas », a-t-il dit, les yeux rivés sur son reflet, tout en ajustant le charbon que la mère de taille avait choisi. « Ce sont des fonds internationaux. Ils attendent une certaine présentation. Tu comprends ?» Je suis resté là, pieds nus, sur le parquet frais que nous avions choisi ensemble, à le regarder répéter ce demi-sourire qu'il avait appris lors de ses séances de coaching. Le même sourire qu'il arborait maintenant dans les salles de réunion, pas le vrai, celui qui, autrefois, plissait ses yeux et se terminait par ce petit rire spontané quand quelque chose le ravissait vraiment. Je n'avais pas entendu ce rire depuis près d'1 an. J'aurais dû être surprise, mais la vérité, c'est que les signes s'accumulaient discrètement depuis des mois. De petits licenciements que j'avais attribués à la pression des levées de fonds. La façon dont il avait cessé de me demander mon avis sur les projets une fois la série terminée. Les dîners de famille dans leur propriété des collines où Amelia Roberts m'orientait vers des conversations sur les déjeuners caritatifs pendant que les hommes se retiraient pour discuter de l'expansion. Rose s'occupait de la stratégie quand les choses étaient plus modestes. Elle le disait avec cette chaleur habituelle, le passé agissant discrètement, mais ce matin-là, quelque chose s'est finalement brisé en moi. Pas de colère, pas encore, juste une prise de conscience claire et froide. Je n'étais plus nécessaire. J'étais devenue décorative au mieux. Un fardeau potentiel au pire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement retournée et je suis allée à la cuisine où la cafetière que nous avions achetée avec notre premier vrai salaire a émis un bip joyeux. À travers les baies vitrées, le lac Lady Bird scintillait sous le soleil matinal. La silhouette du centre-ville se dressait derrière lui comme une promesse à laquelle nous avions cru ensemble. À l'époque, Théodore arpentait ce même salon à l'aube, les mains tremblantes serrant des fiches, me suppliant de chronométrer une dernière fois son pitch de 2 minutes pour la levée de fonds. Assise en tailleur sur le tapis, téléphone en main, je le recadrais doucement jusqu'à ce que sa voix se stabilise et que les mots trouvent leur place. Ce chèque de 750 000 $ avait été comme un miracle. On avait fêté ça avec du cannabis et du champagne bon marché sur ce même balcon. Désormais, le Pantouse appartenait à une autre version de lui. Des costumes de créateurs alignés à la perfection. Des œuvres d'art choisies pour impressionner les investisseurs plutôt que pour le plaisir. Chaque surface était polie pour refléter le succès à quiconque franchissait la porte, moi y compris, apparemment, jusqu'à ce que je ne corresponde plus à ce reflet. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Une capture d'écran de Maya Patel, directrice des opérations chez Vanguard. La femme que j'avais recommandée pour le poste quand Théodore faisait encore confiance à mon jugement. Pas de message, juste l'image. Une ligne budgétaire enfouie dans le budget du gala, sous la rubrique « Considérations stratégiques ». La présence des conjoints était réservée aux cadres approuvés par le conseil d'administration et répondant aux critères de positionnement. Et Morgan ne correspond pas à ces critères. Consultez les conseils familiaux. Les conseils familiaux. Cela signifiait Amelia et Zachary Roberts, qui, pendant les premières années, avaient qualifié Vanguard de simple passe-temps de Théodore et lui avaient suggéré de reprendre ses études de droit. Ils n'avaient commencé à s'intéresser à l'idée qu'une fois la fortune étalée sur les relevés. Désormais, c'était eux qui décidaient quelle épouse avait sa place à table. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il allait exploser. Puis, j'ai ouvert le placard et j'ai commencé à faire mes valises. Non pas les robes tailleur que Théodore préférait, mais les vêtements qu'il avait toujours critiqués. Un jean souple, le vieux sweatshirt délavé de mes années d'université, les baskets usées qu'il avait un jour tenté de remplacer par quelque chose de plus convenable. Chaque vêtement me donnait l'impression de récupérer un fragment de moi-même que j'avais discrètement abandonné. Je n'ai laissé aucun mot, juste mes clés sur l'îlot de marbre, à côté de l'invitation en relief qui ne portait que son nom. La route vers l'ouest, en quittant Austin, m'a donné l'impression de remonter à la surface après une trop longue immersion. Derrière moi, des tours de verre et l'ambition. Devant moi, la route 71 s'étirait vers les collines, puis plus loin vers la côte, vers Cambria, une petite ville dont j'avais lu l'histoire dans un article de voyage il y a des années.
Des falaises, des cottages patinés par le temps, le genre d'endroit où l'on vous offre un café sans vous demander votre titre. En fin d'après-midi, j'étais sur la Pacific Coast Highway, fenêtres ouvertes, l'air marin remplaçant l'odeur de renfermé du Penthouse. Le soleil était bas, transformant l'océan en un or en fusion que je n'avais pas vu depuis des années. Mon téléphone restait silencieux dans le porte-gobelet. Pas d'appel, pas de message me suppliant de rentrer. Juste la route et le rythme des vagues que j'entendais déjà au loin. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de simple et de terrifiant. J'avais passé 8 ans à contribuer à bâtir l'empire de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, je m'en éloignais enfin. Le cottage de Cambria est apparu juste au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, perché sur une falaise comme s'il avait poussé là naturellement, parmi les fleurs sauvages et le bois rongé par le sel. Marisol, la propriétaire, m'accueillit sur le perron, une lanterne à la main et une clé dans l'autre. Ses cheveux argentés, légèrement teintés, avaient des reflets de peinture, et son sourire était sans appel. « Vous avez l'air d'avoir beaucoup porté », dit-elle simplement en me tendant les clés. « L'océan y contribue. » À l'intérieur, l'espace était radicalement différent de notre Penthouse d'Austin. Un parquet en pin grinçant, un canapé dépareillé face à des fenêtres encadrant l'infini des vagues du Pacifique, une cuisine avec une vieille cafetière à percolation au lieu d'un appareil moderne. Pas de surface lisse, pas de vue calculée, juste un confort authentique et patiné par le temps. J'ai posé mon sac et me suis enfoncé dans le canapé, bercé par le murmure incessant de la mer. Pour la première fois depuis des mois, mes épaules se sont détendues, mais le conflit ne s'est pas arrêté à Austin. Il m'a suivi dans le calme entre les vagues. Ce premier soir, en déballant mes vêtements confortables, ceux que Théodore avait toujours jugés trop décontractés pour notre niveau de vie, des souvenirs ont surgi spontanément, comme cette soirée, quelques mois plus tôt, dans la propriété d'Amélia et Zacharie, dans les collines de la campagne. J'étais arrivé vêtu de ma plus belle robe, espérant discuter de l'expansion prochaine de Vanguard en Asie, mais j'avais été entraîné dans une conversation entre femmes au sujet des collectes de fonds de leur club de jardinage. Rose a le sens du détail. Amélia avait dit. Sa main était sur mon bras. Elle a tout géré alors que Théodore débutait à peine. Encore ce passé, comme si mon travail en cours, qui consistait à tirer parti de mes relations chez Ban pour décrocher nos premiers contrats de 3 millions de dollars, s'était évaporé dès que les valorisations ont grimpé. J'étais là, un verre de pépino à la main, à écouter les rires sur le dressage de la table, tandis que par la porte du bureau, j'entendais Théodore et son père présenter leurs projets à des partenaires potentiels. Mes idées, mes stratégies. Et pourtant, j'étais relégué aux banalités. Quand j'en ai parlé plus tard, au lit, Théodore a soupiré. C'est comme ça maintenant. Maman m'aide à me repérer dans ce monde, à le naviguer. Comme si je n'avais pas été celle qui avait tracé la voie depuis le début. À l'époque où Vanguard n'était qu'une idée, Théodore me réveillait à l'aube après des marathons de programmation, doutant de tout. « Et si ce n'était rien ?» murmurait-il. Je le serrais contre moi, lui rappelant l'algorithme que j'avais esquissé sur la table de la cuisine. Celui qui a créé notre plateforme. Évolutif. Le cœur même de ce que les investisseurs encensaient désormais. J'ai appris le Python en autodidacte tard le soir, pendant qu'il dormait, corrigeant les lignes de code jusqu'à ce qu'elles sonnent justes. Ses premiers succès, les miens autant que les siens, mais le succès avait réécrit l'histoire. Le deuxième matin à Cambria, je me suis réveillé avec la lumière du soleil inondant la terrasse. J'ai préparé le café lentement, sans me presser, et je l'ai emporté dehors. L'océan s'étendait, indifférent et immense, les vagues s'écrasant sans but précis. J'ai repensé à la capture d'écran de Maya. Cette ligne budgétaire me déclarant inapte. Des considérations stratégiques, comme si 8 années de mariage à construire à partir de rien pouvaient se résumer à une simple note dans un tableur. Mon téléphone, toujours en mode avion, pesait lourd dans ma poche. Je ne l'avais pas consulté depuis mon départ d'Austin. Une partie de moi se demandait ce qui se tramait là-bas. Le gala allait bientôt commencer. Théodore ajustant sa cravate devant le miroir. Amélia se tenant à ses côtés, telle une fière conservatrice. Quelqu'un remarquerait-il mon absence? Ou tout avait-il été si bien orchestré que j'étais déjà un fantôme dans leur récit? Cet après-midi-là, j'ai longé la plage en contrebas du dans le chalet, pieds nus enfouis dans le sable frais. De minuscules crabes s'échappaient de mon ombre et je ramassais des coquillages, de simples spirales qui me rappelaient les cours de photographie que j'avais suivis à la fac avant que Ban ne me recrute avec des promesses de stabilité.
Je rêvais de capturer des moments comme cette beauté brute et authentique, mais les rêves avaient laissé place aux présentations et aux projections, aux rêves de Théodore. Alors que le soleil amorçait sa descente, teintant le ciel de rose et d'or, je sentis les premiers signes de tension se transformer en quelque chose de profond, comme Morgane, non seulement de la douleur, mais une prise de conscience grandissante. Je n'avais pas seulement été exclue d'une fête. J'avais été effacée de la vie que j'avais contribué à créer et du silence que j'avais choisi. J'avais l'impression que c'était le seul pouvoir qui me restait. Ce soir-là, assise avec un verre de vin local que Marisol avait laissé sur la véranda, j'ai finalement allumé mon téléphone, juste pour voir. L'écran s'est illuminé comme un orage. Des appels manqués de Théodore. Des messages de Maya qui s'accumulaient. Rose, c'est le chaos. Appelle-moi. Je repose mon téléphone. Le cœur calme. Quoi que ce soit qui se brisa à Austin, je ne me précipitais pas pour le réparer. Plus maintenant. Les jours à Cambria se fondaient en un doux rythme dont j'ignorais avoir tant besoin. Se réveiller quand la lumière était parfaite, pas au son du réveil. Un café sur la terrasse tandis que la brume se dissipait sur l'eau. De longues promenades sans but précis le long de la laisse de mer, ne recueillant rien d'autre que la sensation du sable froid sous mes pieds, et de temps à autre, un coquillage parfait qui tenait dans ma paume comme un secret. Pas d'échéance, pas de présentation à peaufiner. Juste l'océan qui faisait ce qu'il faisait depuis des millénaires. Arriver, se retirer, revenir sans excuse ni intention. Dans le silence que j'avais enfoui, des pensées remontèrent à la surface comme du bois flotté. Je me suis souvenu des nuits que Théodore et moi avions passées dans notre vieil appartement d'Austin. Celui avec le plafond qui fuyait et le canapé d'occasion. Il s'était heurté à des barrières architecturales, convaincu que l'idée était vouée à l'échec. Je m'asseyais à côté de lui à 2 heures du matin, l'ordinateur portable allumé, en train de réécrire l'algorithme de base jusqu'à ce qu'il soit fluide. Mes doigts sur le clavier tandis qu'il arpentait la pièce, sceptique. Au matin, nous aurions quelque chose d'assez solide pour le présenter au premier investisseur providentiel. Ce code était encore au cœur de Vanguard, chaque intégration, chaque fonctionnalité évolutive. Mais en cours de route, mon nom avait été discrètement effacé de l'histoire. Je l'avais laissé faire. Pas d'un coup, progressivement. J'avais cessé de parler de mes rêves de photographie car il y avait toujours une nouvelle levée de fonds. J'avais refusé une bourse d'enseignement car nous devions nous concentrer sur l'entreprise. Je me disais que c'était temporaire, qu'une fois stable, je récupérerais ces éléments. Mais la stabilité est arrivée, et les éléments sont restés rangés au placard. J'étais devenu le pilier, la main invisible, celle qui arrangeait les choses pour qu'ils puissent briller. Et quand sa gloire est devenue suffisamment éclatante, je suis devenu l'ombre qui détonnait avec l'image de marque. Un après-midi, j'ai trouvé un vieux journal sur l'étagère du chalet, des pages jaunies, vierges. Je me suis assise sur la terrasse, le journal ouvert sur les genoux, et j'ai commencé à écrire. Au début, les mots étaient empreints de colère contre la note budgétaire, contre les interventions habiles d'Amélia lors des dîners, à propos du nouveau rire de Théodore qui semblait répéter. Mais à mesure que la plume se déplaçait, d'autres choses surgissaient. L'entreprise de photographie que j'avais esquissée dans des carnets il y a des années. Le plan de roman que j'avais abandonné après la levée de fonds de Série A. Les séances de programmation nocturne où je me sentais plus vivante que jamais, non pas à cause de la valorisation potentielle, mais parce que le problème était élégant et que le résoudre était aussi naturel que respirer. J'écrivais jusqu'à ce que ma main se crispe, puis je posais mon carnet et regardais le soleil se coucher sur la mer. Le ciel se teintait de rose et d'ambre, des couleurs si vives qu'elles en étaient presque douloureuses. Je repensais à tout ce temps passé à jouer la comédie. Des réponses polies lors des dîners d'investisseurs. Des tenues soigneusement choisies pour se fondre dans le décor plutôt que pour se faire remarquer. Le silence quand j'aurais dû parler. Je m'étais persuadée que soutenir son ascension revenait à m'élever moi-même. Ce n'était pas le cas. Marisol apparut sur la terrasse au crépuscule, un carnet de croquis sous le bras, un thermos à la main. Elle s'installa dans l'autre fauteuil sans préambule. Nous restâmes assises dans un silence agréable pendant un moment. Tandis que son crayon glissait sur le papier, mon regard était fixé sur l'horizon. « Tu te réorientes, dit-elle enfin, sans lever les yeux. Je l'ai déjà vu. Les gens arrivent ici avec la carte de quelqu'un d'autre, puis réalisent que la boussole n'a jamais été la leur. » Je ris doucement, surprise par ce son.
Mon mari a décidé que je n'étais pas l'accessoire idéal pour son nouveau cercle. Plus précisément, je ne correspondais pas aux critères de sophistication pour la grande soirée de son entreprise. L'entreprise que j'avais contribué à bâtir à partir de rien. Elle hocha la tête, son crayon s'arrêtant un instant. Et maintenant, tu es là, à laisser les vagues te rappeler que tout cela n'a pas l'importance qu'ils lui attribuent. Nous avons parlé tard dans la nuit de ces années dans un cabinet d'avocats prestigieux, où elle gagnait des procès qui faisaient la une des journaux, pour ensuite s'entendre dire, après le verdict le plus important, qu'il lui manquait ce que les clients exigeants attendaient. Elle était partie, avait acheté ce chalet, s'était mise à peindre, et n'avait jamais regretté son choix. Le silence est puissant, dit-elle tandis que les étoiles apparaissaient. Ils s'attendent à ce que tu te battes, que tu négocies, que tu expliques. Mais quand on ne le fait pas, ils doivent assumer seuls les conséquences de leurs actes. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, toujours presque éteint, les notifications désactivées. À Austin, le gala allait bientôt se terminer. Théodore serrait des mains, Amelia sourirait à ses côtés, tout serait parfaitement orchestré. Ou peut-être pas. Peut-être que quelque chose avait changé pendant que j'étais assise là, laissant l'air marin me débarrasser des couches dont je n'avais plus besoin. Pour la première fois, cette pensée ne m'a pas emplie de panique. Elle m'a emplie d'un calme profond, d'une sensation d'espace. Ce soir-là, le ciel de Cambria s'est teinté d'un indigo intense, les étoiles se détachant nettement sur le fond. J'étais assise sur la terrasse, un carnet fermé à côté de moi, un verre de vin frais intact. Le téléphone reposait face contre table en bois, tel un appareil non ouvert. Je l'avais gardé la plupart du temps éteint depuis mon arrivée, mais la curiosité, cette curiosité discrète et persistante, a fini par l'emporter. J'ai appuyé sur le bouton marche, arrêt. L'écran s'est illuminé. Les notifications ont déferlé si vite que l'appareil est devenu chaud dans ma paume. Appel manqué. Théodore. Maya. Numéros inconnus d'Austin. SMS de Maya. Début mesuré. Rose, paniquée, où es-tu? Les Allemands sont en train de partir. C'est grave. Des emails marqués comme urgents. Des messages vocaux qui s'accumulent comme des accusations. J'ai commencé par l'appel de Maya. Elle a répondu à la première sonnerie. Une voix étranglée par le chaos ambiant. Des voix qui s'élèvent. Des chaises qui grincent. Quelqu'un qui crie à propos de la gestion de crise. Rose, Dieu merci. Tout s'effondre. Le dossier de vérification préalable pour les fonds européens. Il contenait tout. Les détails budgétaires, les échanges de mai, la note sur les considérations stratégiques te concernant, celle qui disait que tu n'étais pas en phase avec le positionnement. Après l'avis des conseillers familiaux, j'ai eu un coup au cœur. J'ai revu la ligne exacte du tableau, le langage clinique qui m'avait paru cinglant la première fois que je l'avais vu. Clara Smith, associée directrice de Smith Capital, celle qui gère des milliards, l'examinait pendant un cocktail. Théodore était en pleine présentation, diapositives impeccables sur les valeurs et la culture. Elle s'est levée devant 200 personnes, les membres du conseil d'administration et la presse, a brandi sa tablette et a demandé assez fort pour que le micro capte sa voix. « Monsieur Roberts, pourriez-vous expliquer pourquoi votre cofondateur, qui a conçu la plateforme principale et généré les premiers revenus importants, est exclu de cet événement pour non-respect des critères de sophistication ?» J'ai fermé les yeux. L'océan a continué son cours imperturbable. Le silence s'est installé dans la salle. Maya a poursuivi. Théodore a tenté de justifier ses propos en les sortant de leur contexte. Décision mutuelle. Clara ne l'a pas laissé terminer. Elle a déclaré « Nous n'investissons pas dans des dirigeants qui considèrent les gens comme des fardeaux quand cela les arrange. » Puis elle a refermé son dossier et est sortie. Toute son équipe l'a suivie. 6 autres entreprises sont parties juste après. Les Américains sont restés, mais ils étaient déjà au téléphone avec leur conseil d'administration. La presse spécialisée était présente. Elle est partout maintenant. J'ai entendu la voix de Théodore en arrière-plan, aiguë et tendue, aboyer quelque chose à propos de confinement. Puis Amelia, sèche, réglez ça tout de suite. Le ton de Maya s'est adouci. Clara a dit une dernière chose avant de partir, assez fort pour que les gens l'enregistrent. Un succès bâti sur la dévalorisation de ceux qui vous ont aidé n'est pas un succès. C'est de l'ego avec un tableur.
Elle fait le buzz. Les extraits vidéo sont disponibles sur déjà 100 000 vues. Le verre de vin m'a glissé des doigts. Il a heurté le plancher et s'est brisé. Le rouge s'est répandu sur les planches usées comme de l'encre renversée. Je n'ai pas bougé pour le nettoyer. D'autres messages vocaux m'attendaient. Le premier de Théodore conservait encore le ton impeccable d'un PDG. Rose, il y a eu un malentendu concernant la documentation. Nous devons coordonner une réponse. Cela nous concerne tous les deux. Les suivants ont craqué. Le conseil d'administration parle de démission. 3 autres entreprises se sont retirées. 320 millions de dollars envolés. Veuillez m'appeler. Dites-leur que c'était votre choix de ne pas venir. À la fin, sa voix était creuse. Les actions ont chuté de 42% après la clôture. Les gars, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'il faudra? Zacharie a laissé un message ensuite. Un ton froid et juridique. Ce silence vindicatif prend fin maintenant. Vous êtes en train de détruire le nom de famille. Appelez immédiatement ou nous explorerons toutes les options. Amélia a essayé d'être chaleureuse, mais sans succès. Chérie, nous pouvons sûrement gérer cela comme des adultes. Ne laissez pas l'orgueil ruiner tout ce que nous avons construit. Même le président du conseil d'administration, celui qui m'avait un jour surnommé l'arme secrète de Théodore, me proposa un marché, un contrat de consultant à 250 000 $, 6 mois de tâches allégées. En échange, une déclaration précisant que j'avais choisi de ne pas assister à l'événement. Accord de confidentialité inclus. Virement lundi, un pot de vin pour réécrire l'histoire. Accepter, c'était admettre que je n'avais jamais compté. Je les écoutais tous, l'un après l'autre, tandis que le Pacifique murmurait contre les rochers en contrebas. Chaque message semblait plus insignifiant que le précédent, des invitations désespérées à me joindre à leur panique pour tenter de contenir l'incendie qu'ils avaient allumé. Je posai le téléphone, contemplai les éclats de verre qui captaient la lumière des étoiles. Puis, dans le tiroir de la cuisine, je pris un petit tournevis, du genre de ceux qu'on utilise pour resserrer les poignées de placard. J'ouvris le dos du téléphone, retirai la batterie. L'écran s'éteignit. Pas le mode avion. Déconnexion physique. Délibérée. Définitive. L'air nocturne était plus frais sur ma peau. Je me versai un autre verre de vin, les mains désormais stables, et me rassis. Les vagues continuaient de déferler. Aucune urgence, aucun objectif précis, juste ma présence. Quelque part à 400 mètres d'altitude. À Austin, à quelques kilomètres de là, une salle de bal vide était en train d'être vidée. Un homme que j'avais aimé se tenait au milieu des décombres de ses propres choix, attendant que je le sauve. Sa famille s'efforçait de préserver son image. Les investisseurs réévaluaient les risques, et moi, assise sur une terrasse empruntée, un verre de vin rouge à la main et des tessons de verre à la main, j'étais enfin libérée du besoin de réparer quoi que ce soit. Le silence, je le compris, n'était pas passif. C'était la réponse la plus claire que je pouvais donner. La semaine à Cambria s'étira sur 10 jours, puis 12. Chaque matin, l'océan me saluait de la même manière, imperturbable, sans hâte. Et chaque matin, je choisissais de rester. Marisol ne me demanda jamais quand je comptais partir. D'un geste de la main tachée de peinture, elle modifiait simplement la réservation et disait que le chalet savait toujours qui en avait besoin. Je marchais sur les plages jusqu'à ce que mes mollets me fassent mal. Je l'aidais à accrocher des toiles pour une exposition à venir dans une galerie de la ville. Je cuisinais des repas simples sans les photographier ni les adapter à l'emploi du temps de qui que ce soit. Je lisais des romans d'une traite. J'écrivais dans mon journal jusqu'à ce que les pages se remplissent à nouveau de ma propre écriture. Le matin du 13, je me suis réveillée avec un calme différent. Plus d'évitement, mais de lucidité. Le silence avait fait son œuvre. Je savais qui j'étais sans que les ambitions de Théodore ne rythment mes journées. J'ai chargé la voiture lentement, quitté Marisol après une longue étreinte et la promesse de revenir, puis j'ai pris la route vers l'est. Le Pacifique s'estompait dans le rétroviseur. Devant moi s'étendait Austin, en cette fin d'automne. Ciel gris, branches dénudées. La ville émergeait de la brume, comme un souvenir que je n'habitais plus pleinement. Le Penthouse m'a paru abandonné dès que j'ai tourné la clé. Les meubles étaient encore en place, des œuvres d'art au mur, mais l'air était vicié, comme figé.
Le côté du placard réservé à Théodore était à moitié vide. Son eau de Cologne avait disparu de la salle de bain, son ordinateur portable du bureau. Sur l'îlot de cuisine reposait une simple enveloppe avec mon nom écrit d'une main inconnue. À l'intérieur, les papiers du divorce, différends irréconciliables, un langage clinique et impersonnel, sans mots, sans explication, juste une décision légale définitive. Je suis restée là, longtemps. À cet instant précis, les papiers à la main, le regard perdu sur le lac Lady Bird, où se reflétait la lumière de fin d'après-midi, je ne ressentis ni colère, ni chagrin, seulement une curiosité tranquille, comme si je lisais la fin de quelqu'un d'autre. La vie que nous avions construite s'était interrompue en plein milieu d'une phrase, et il était déjà passé au chapitre suivant sans moi. Rebecca, l'avocate recommandée par l'amie de Marisol, me reçut le lendemain dans un bureau modeste, loin des tours de verre du centre-ville. Fauteuil confortable, œuvre d'art locale au mur, aucune intimidation. Elle examina le dossier avec une efficacité calme. Des termes simples, dit-elle. Le partage des actifs est négociable par le biais du conseil, mais vous devriez être au courant de ce qui s'est passé avec Vanguard depuis le gala. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. Les graphiques boursiers affichaient une chute brutale. La valorisation avait baissé de près de 45% par rapport à son sommet. Démission du conseil d'administration, y compris celle des Zachary. Départ en masse des employés clés. Projets internationaux mis de côté. Théodore conservait son titre et son poste de PDG, mais était déchu de son autorité réelle le temps de trouver une nouvelle direction. Amelia et Zachary s'étaient discrètement éloignés, protégeant ainsi leurs autres investissements. Les conséquences. La famille qui s'était autrefois attribué le mérite de son succès le blâmait désormais d'avoir vu trop grand. Maya m'a rejoint plus tard dans un petit café près de South Congress, loin de l'influence de Vanguard. Elle paraissait fatiguée, mais plus légère, comme si elle venait enfin de souffler. « Ça pourrit de l'intérieur », a-t-elle dit. La culture que nous avions bâtie a disparu. Les gens mettent à jour leur profil LinkedIn depuis leur bureau. Théodore est perplexe, sincèrement perplexe, de ne pas comprendre pourquoi personne ne répond à ses appels. Il pense toujours que c'est un problème d'image. Pendant que nous parlions, mon téléphone s'est illuminé. Un courriel de Clara Smith. Objet. Une conversation qui mérite d'être eue. Elle écrivait brièvement, sur un ton professionnel. Elle avait suivi mes contributions à Vanguard, l'architecture initiale, l'acquisition de clients, le pont qui avait permis à l'entreprise de survivre. Elle pensait que j'avais été effacée d'une histoire que j'avais contribué à écrire. Elle proposait un financement de démarrage pour un cabinet de conseil que je dirigerais. Quiconque construit à partir de rien tout en étant dévalorisé mérite de construire là où sa valeur est reconnue. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Maya. Elle a ri, soulagée, presque euphorique. Elle ne fait pas d'offre à la légère. C'est du sérieux. 6 mois plus tard, au printemps, je me trouvais dans mon nouveau bureau, à la limite de South Congress. 3 pièces, de grandes fenêtres donnant sur la ville et un bout de lac. Un bureau simple, chiné lors d'une vente de succession. Des chaises confortables. Des étagères où se mêlaient ouvrages de stratégie, poésie et romans. Au mur, plusieurs tableaux de Marisol. Des abstractions vibrantes qui portaient l'empreinte de l'air marin de Cambria. Sur mon bureau, dans un cadre sobre, la photo que j'avais prise ce soir d'octobre, le coucher de soleil sur le Pacifique, aux teintes dorées et violettes. Personne, pas de logo, juste le ciel et la mer. Le cabinet Morgan Strategic Consulting a vu le jour discrètement. Le bouche à oreille a fonctionné grâce au réseau qui avait assisté à l'implosion de Vanguard. Le financement de Clara est arrivé sans condition. Premier client, un fondateur de biotech développant des outils de dépistage précoce. Puis une équipe fintech en pleine croissance, qui préservait son authenticité. Puis une association à but non lucratif offrant une formation aux technologies numériques à des enfants défavorisés. Un travail qui avait du sens. Des nouvelles de Théodore parvenaient de temps à autre. Il restait PDG d'une Vanguard affaiblie. La valorisation s'était stabilisée à un niveau bas, l'élan s'était essoufflé, et la culture d'entreprise était empreinte de prudence. Il annonça ses fiançailles avec une femme issue d'une des vieilles familles d'Austin. Amelia était présentée comme une femme de bonne famille, qui comprenait notre monde. La photo montrait des sourires forcés, des vêtements de marque, une façade lisse et sans âme. Il avait l'image qu'il souhaitait.
Mais l'empire que nous avions bâti ensemble avait perdu son âme. Je regardais cette photo de coucher de soleil chaque matin. Un rappel, la réponse la plus puissante à l'effacement n'est ni la vengeance ni les cris. C'est l'absence. Le silence. Puis, construire quelque chose ancré dans sa propre vérité. Tranquillement, délibérément, sans avoir besoin de l'approbation de personne. L'océan se moque des cercles d'élite ou des positions stratégiques. Il garde simplement son rythme. Je porte ce rythme en moi maintenant, non pas comme de la froideur, mais comme de la liberté. La liberté d'être pleinement moi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une autre vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.